écoutez Faire recette, une discussion entre restaurateurs et entrepreneurs de Saint-Henri, Petite-Bourgogne et Griffintown, présentée par la SDC Les Quartiers du Canal avec le soutien financier de Patrimoine canadien. Je m'appelle Catherine Lefebvre. Je vous invite à écouter cette discussion qui a eu lieu lors de l'événement Horizon Montréal le 1er décembre 2022. Avec moi ce soir, j'ai Alexandra Grenier, cofondatrice du True Bagels. Si vous n'avez pas encore essayé ces bagels, je ne sais pas ce que vous faites. Diane Solomon, copropriétaire des restaurants Foxy, Olive et Gourmando et Café Une Peau d'Épiou. Et Vienne Kao, copropriétaire du restaurant japonais Autobar, qu'on adore. Merci à vous trois d'être là. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. J'ai vraiment hâte d'avoir cette conversation-là parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas vraiment, évidemment, ressasser les aléas des 2 dernières années. C'est plus une soirée pour célébrer les entreprises du quartier, des quartiers, qui sont toujours présentes et qui sont toujours les meilleurs ambassadeurs des quartiers du Canal. Donc, encore une fois, merci d'être là. Puis, premièrement, j'avais envie de faire un tour de table avec vous pour savoir, sur une échelle de 1 à 10, comment ça va? Alexandra va commencer avec vous. Bien, bonsoir tout le monde. Merci de l'invitation. J'ai envie de dire que quand je regarde vers l'avenir, aujourd'hui, je vois un beau gros 8 sur 10. Là. On est dans une bonne posture. C'est sûr que nous aussi, on essaie de moins ressasser les 2 dernières années qui ont été éprouvantes. Mais oui, en ce moment-là, on est dans une bonne phase. 8 sur 10, c'est très bon. Très, très bon. Diane? Pas obligé d'être 8 sur 10, là. No, that's quite high, I would say. Very happy to still be in business, for sure. It's not going to lie, this is still a very complicated time for us post-COVID. Most of us are kind of walking around with a lot of war wounds in the restaurant industry, in things that the customer doesn't necessarily see. So it's going to be a slow rebuild, a healing that's taking some time. Mm-hmm. But, you know, I think that's to be expected. Mais on pourra en reparler de ça parce que je pense que c'est important de souligner puis d'avoir cette conversation-là de qu'est-ce qu'on ne voit pas comme consommateur. Autant on aime les restaurants, on veut les encourager, mais effectivement, il y a des choses qu'on peut dire « Ah, c'est le fun, les restaurants sont ouverts », mais en arrière, c'est pas toujours facile, malgré tout, malgré le fait que les gens sont présents dans les restaurants. Vienne, pour toi? Moi, tout ce que j'ai connu, c'est la pandémie. Fait que si je regarde aujourd'hui, je veux dire 9 sur 10, là, parce qu'on en a survécu, on est passé à travers. Fait qu'on est super contents. Bien, justement, peut-être pour nous mettre en contexte, où était Autobar en mars 2020? On venait d'ouvrir. On a ouvert, dans le fond, mi-février 2020. Fait que là, on venait d'ouvrir, on était contents parce que l'ouverture était retardée. Puis la clientèle commençait à arriver, on était super contents. Puis quelques semaines après, 1 mois après environ, on a fermé. Fait que là, vous avez juste eu le temps de vous roder. Ben, c'est ça. On est comme, OK, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ça peut durer 3 semaines. On est comme, OK, c'est correct. On a attendu 3 mois avant d'ouvrir. 3 semaines de plus, c'est pas la fin du monde, mais finalement, ça a duré un peu plus longtemps. Puis est-ce que vous pouviez faire du take-out ou comment ça a fonctionné? Bien, au début, quand on a ouvert, on voulait pas faire de take-out parce qu'on voulait pas que la première impression soit du take-out. Parce que notre menu en take-out, c'est pas super. Puis on dit justement 3 semaines, on va juste durer 3 semaines, c'est ça. Mais là, après 1 mois et demi, on s'est dit, OK, il faut qu'on fasse de quoi parce que faut qu'on paye notre loyer, il faut que l'argent rentre. Fait qu'on a fait un peu de take-out, mais personne ne nous connaissait. C'était vraiment plus pour pas rester à la maison, rien faire. On était tannés de regarder Netflix, fait qu'on s'est dit, on va aller au restaurant, on va faire du take-out, puis ça passe le temps. Diane? Nous, on a fait un peu Foxy, In and Out, un peu ici, New Year's Eve, un spécial, des choses comme ça. Mais honestly, a little bit the same thing. Not for the same reasons. For you, I can understand that it would be very hard to start your business serving takeout if you were trying to develop a kind of reputation and name, and you don't want people to associate your food with what's in the box. But the box food, I mean, Foxy didn't work for takeout. In Peau d'Épiou either. Olive and Gourmando did because we've already done takeout, so that was really the mothership that paid all the bills and kept us alive, yeah. Puis Alexandra, pour toi, c'était quand même différent?
Oui, quand la pandémie a vraiment frappé en mars 2020, nous, on venait de célébrer notre premier anniversaire. Donc, une année d'ouverture, c'est toujours hyper éprouvant. On parlait du domaine du bagel, donc tu viens juste de mettre un genre de saut que le produit a fait ses preuves et tout. Donc là, tu dis, wow, je suis dans ma deuxième année, tu sais, là, on va entamer une phase de croissance, on va commencer à gagner des sous. Donc non, c'est pas ça qui arrive, là, c'est un mur qui frappe et là, tu dis, OK, ben qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, il n'y a pas eu de pause vraiment, mais on s'est retrouvés juste, donc Damien et moi, mon mari, mon partenaire, à faire des bagels la fin de semaine en mode take-out. J'ai un mari qui est ingénieur logiciel, donc lui, sa première idée, c'était, OK, on s'en va en ligne, comment on met ça en place? Il nous a fait ça dans un temps record. Franchement, c'était vraiment incroyable. Et on a cuit, roulé beaucoup de bagels à deux la fin de semaine. Parce que justement, on peut penser les bagels, c'est plus facile. On va chercher des bagels en take-out de toute façon. Mais il y avait aussi la notion d'employés là, qui sont comme partis. C'est pour ça que vous êtes ramassés tous les deux à faire tous les bagels, c'est ça, non? Ben, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Je veux dire, puis je blâme pas mes employés d'avoir été prudents, puis de se dire, ben écoute, je sais pas moi, qu'est-ce qui va se passer avec cette pandémie. Ça, on le savait pas, là, on savait rien. On savait rien, puis on sait pas combien de temps ça va durer. Donc, c'était tout à fait naturel que ça se passe comme ça. Et c'est quand on a vu que ça allait perdurer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les quartiers, comme en tout cas nous, on est dans Griffintown, c'est un quartier. Je suis toujours un peu de passage. C'est des petits appartements, c'est des étudiants étrangers qui vivent là, c'est des jeunes professionnels. Donc, c'est un quartier qui s'est énormément vidé pendant la pandémie. Donc, même si le bagel, c'est un take-out, c'est facile, ça coûte pas trop cher, bien, quand il n'y a plus personne qui est là pour les acheter, c'est ça, c'est plus difficile. Ça fait mal. Puis là, maintenant, on laisse aller le passé. Puis avec ce recul-là, est-ce que vous avez tiré des avantages par rapport à votre entreprise ou par rapport à vos équipes? Tu sais, de dire comme, ça m'a appris ça de bon. Diane? Elle me regarde avec les yeux vides. Don't answer that question. It depends. Each business, in my case, is very, very different. I have 3 restaurants that are so different. One thing that was very good in a sense was I feel like customers understood that if a restaurant puts a price, they're beginning to understand anyway that they see a correlation between that's the actual cost. As opposed to pre-pandemic, I felt there was a lot of almost negotiating on the part of the customers, sort of trying to decide what things should cost without knowing anything about what it costs to run a restaurant, which is, you know, a myriad of costs that the customer doesn't see. So that kind of it took away that gray zone because from our point of view, it was kind of like, well, that's what it has to cost or we will close our doors. So it took away a little bit of the fra around that. It was a little bit like, you want it? This is what it costs. And I feel like that's a good thing. That was one of the good things that came out of the pandemic. Strengthened our ability to sort of feel less apologetic for the cost of like a fine dining experience, which is an extremely expensive experience for the entrepreneur. Puis par rapport aux employés, parce que, bon, on n'a pas besoin de rentrer dans la pénurie de main-d'œuvre, là, mais le fait que ça a quand même beaucoup changé le portrait de la restauration en termes de milieu de travail. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Yeah. I would say there was like a quiet revolution. Basically, kitchen people stepped up and decided that they would earn what they should have been earning probably, 50 years ago. Kitchen staff have been incredibly underpaid forever. Front of the house has the tips, so there's always been this huge disparity between the wages. COVID really changed that. I would say that kitchen people were sort of like, this is what it costs to hire me. Again, transmitting that cost to the customer. That it's really changed the industry in that way, like dramatically, which I think is a good thing because I'm a chef owner, so I'm always secretly siding with the chefs. I thought it was a long time coming. I don't know. Yeah. Puis pour toi, Vienne? Tu sais, les avantages de... Bon, votre situation est particulière, là, d'avoir ouvert juste avant la pandémie. Fait que l'évolution des 2 ans, 3 ans après... Dans le fond, mais côté employé, c'est qu'on a perdu beaucoup de monde parce que c'est beaucoup du monde qui habitait pas... qui venait pas nécessairement de Montréal.
Fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont retournés au Japon, à Québec. Fait qu'on a- Les employés nos n'étaient pas employés, de ouais. On avait Montréal. quelques employés qui étaient résidents permanents, qui, en place de rester ici, sont retournés voir leur famille au Japon, à Vancouver, à Québec. On a perdu beaucoup de monde comme ça. Mais l'avantage, c'est que ceux qui sont restés, parce que c'est des sacrifices pas juste pour le restaurateur, mais aussi pour les employés. C'est pour eux non plus, il n'y avait pas vraiment de revenus qui rentraient. Fait que ceux qui sont restés avec nous, ça a vraiment créé un genre de noyau. C'est vraiment comme tisser les liens. Puis ils sont encore là aujourd'hui, puis je pense que c'est le gros avantage qu'on a, ça a vraiment créé une famille. Puis ils sont là pour nous aider, puis je veux dire, on serait pas là sans eux. Puis ça se sent quand on va dans un restaurant où il y a cet esprit familial-là. C'est sûr que côté expérience, on le sent tout de suite. Ça, je pense que c'est quelque chose de très... la signature de Montréal, c'est probablement ça, d'avoir ce côté très chaleureux, très convivial, que peu importe d'où on vient, peu importe la classe sociale, il y a comme un côté très, très accueillant. Ils ont du fun à faire. Qu'est-ce qu'ils font comme en cuisine, si t'aimes pas ça, tu vas haïr ta vie, là. Ouais. Mais je veux dire, on a trouvé notre chef pendant la pandémie. Il est encore là aujourd'hui, puis pour le reste, on ne peut pas trouver mieux, là. Il est là pour nous tout le temps. Il est travaillant, mais aussi il est généreux de son temps. Tous les employés, pour le reste, j'ai que de beaux mots à dire, là. Fait que c'est aussi le gros avantage. Et pour toi, Alexandra? C'est dur de voir des avantages. Parce que, je veux dire, J'essaie d'être positive. ça reste un moment où tu essaies juste de survivre. Puis dans le fond, l'avantage, c'est ça, le beau côté de tout ça, c'est il n'y a pas un meilleur test finalement pour ton entreprise. Je veux dire, si tu survis à une pandémie mondiale à ta 2e année, tu sais que tu as passé un test, c'est un cap important. Donc, ça te donne quand même un peu de jus pour l'avenir. Et ça, je pense que c'est peut-être le côté positif que j'en ai retiré. J'en ai retiré aussi de passer beaucoup de temps avec mon mari à rouler des bagels, à discuter, à refaire le monde. Ça nous a beaucoup soudés aussi. C'est une belle expérience. J'en garde un bon souvenir. Donc, voilà. On trouve du positif dans chaque chose, même si c'est un peu difficile parfois. Puis, quand on s'est parlé, Vienne, avant la discussion d'aujourd'hui, tu me parlais du réseau dans le quartier. Tes voisins, les entrepreneurs autour de vous, au restaurant, vous ont beaucoup aidé. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez dans le quartier, l'espèce de voisinage, les restaurateurs? Moi, dans ma tête, les restaurateurs, c'est quand même un milieu assez tissé serré, mais peut-être pas juste les restaurateurs, là, en gros, les entrepreneurs du quartier. Est-ce que vous sentez ça? Moi, vraiment. Oui. Parce que tout le monde le savait qu'on venait d'ouvrir le restaurant. Oui. Puis tous les restaurants, la plupart des restaurants dans le quartier, ils nous ont vraiment aidés. Ils ont fait des pauses pour qu'on se fasse connaître. Ils ont envoyé de la clientèle. Ils parlaient de nous. Ils venaient nous voir pour demander si on avait besoin d'aide. Fait que c'est un beau quartier. That's nice. For me, it was more not necessarily just the quartier, c'était plutôt just the community of restaurants that I know. We all supported each other a lot, mostly in sharing information, especially helping each other out on how did you get that subvention? I can come fill out the papers with you. It was like more of that for me personally, but sharing employees, all kinds of things. But yes, I felt that. Mais c'est un bon point, ça, parce que j'imagine, tu sais, quand on est toutes déstabilisés puis on essaie de se retrouver la paperasse de comment aller chercher des subventions, c'est pas évident, là. C'est pas comme si on avait quelqu'un à temps plein qui fait ça, là. Fait que c'est quand même important, ça, comme partage. Nous, ça a toujours été, depuis qu'on a ouvert au cœur d'un peu de notre philosophie, d'être très implanté dans notre communauté, de faire des liens, tisser des liens avec les commerces du quartier, d'implanter des produits des commerces autour de nous dans notre shop. Je pense à la bière qu'on utilise ou aux boulettes de viande qu'on prend du boucher dans le quartier. Il y a une bonne camaraderie. Je pense qu'à chaque fois qu'on se parle de quelque chose, on retire toujours quelque chose. Ah oui, toi, tu fais ça comme ça, tu sais. T'as-tu le nom de ton contact, tu sais? Et ça, on en prendrait plus de ça. Dans le sens où je pense que le réseautage dans le quartier, il y a déjà des bonnes vibrations, mais on pourrait en prendre plus encore. Puis, c'est quoi votre vision d'avenir là, pour les prochaines années? Encore une fois, on laisse le passé derrière. Déjà, vous avez passé à travers toute une tempête. Donc, c'est quoi vos ambitions ou votre vision de l'avenir dans vos entreprises respectives? Là? Bien,
Moi, je souhaite que... Parce qu'on dit beaucoup que Montréal veut vraiment se positionner comme capitale américaine de la gastronomie, tout ça. Que les bottines suivent les babines aussi à un moment donné, dans le sens où gardons nos restaurants ouverts coûte que coûte. Je veux dire, c'est tellement une richesse. Et c'est déjà une industrie qui, avant la pandémie, était tellement difficile. Les marges sont minces. On parlait de beaucoup de défis qu'on a rencontrés, l'inflation en ce moment. Donc, si je peux nous souhaiter quelque chose, c'est de renforcer notre industrie pour justement avoir les moyens de nos ambitions. Puis concrètement, comment on fait? Bien, comme je dis, de valoriser déjà cette industrie-là. Quand on ferme des restaurants pendant des mois puis qu'on n'en entend pas parler, est-ce qu'on peut juger qu'on leur donne l'importance qu'ils ont finalement? Donc déjà, oui, miser sur peut-être des programmes pour rétention de main-d'œuvre. Je veux dire, je lance l'idée. Je peux faire partie de la discussion, parler de mes défis, mais je pense que déjà de valoriser l'industrie à sa juste valeur, ça serait déjà un bon départ. Diane? Well, that's an interesting point. I do agree with you a lot in terms of that's a whole other discussion, but I so agree with you with that. There's a lot of work to be done. It was clear in COVID where Montreal's a city that loves its restaurants. During the pandemic, we were totally ignored by this city, this province. Not by the federal government, by our own province. Like, really, people have no idea. Like, ignored, like, left just to die, rot, whatever. You know, sort of no help, no subvention. C'est comme si c'était plus important, là. Autant on aime aller manger au restaurant, puis on est fiers. Well, c'est comme... And it's the banner of Tourism Montréal. I work a lot with Tourism Montréal. I spend like almost every single week there's somebody being brought, some delegate, some French yada yodel or whatever being brought in. We have to clear the table for them. C'est bien important. We're putting Quebec on the, mondial gastronomic, whatever. But then in the airport, my face is splashed, a big poster. I remember mid-COVID, I went to Cancun. I decided, fuck it, and I went. And I came off the plane, and there was my face as I was, like, fighting with, our provincial government just to get, like, $10, sort of. And I thought, well, this is interesting. So we are of importance. We are the reason why you're coming to visit. But that feeling was not there. So I think that's a really important thing to talk about. In terms of the future of things, I don't know. I think every person is in a different space. Like you said, you're opening another business. That's amazing. Like I was saying, congratulations. I find that very brave. My business partner and I sit around and think, should we close one? Should we close one? So I'm really the wrong person to ask. I feel like we lived something else. We've been in business for 25 years. Everyone was in a different place. We had rented and bought spaces that are empty because we bought them 3 days before COVID. That's a space across from Olive that's been empty for almost 3 years because the bank pulled their loan to renovate it. So it's like every restaurateur, I think, has their own story. Every entrepreneur, I'm sure, has their own story. So it's hard to have bien like sûr. Je pense pas que la vision est la même, mais c'est un peu... I wish. Ouais. En même That would temps, be nice, but it's not. En même temps, c'est correct d'avoir des ambitions ou des visions différentes du milieu parce que, justement, tout le monde vit une réalité différente. Tout le monde s'adapte comme il peut, comme il veut aussi. Ça se peut qu'on ait envie de se calmer les nerfs ou on a un élan de passion puis on veut ouvrir plein de where you were at the moment that COVID hit. Exactement. I feel like, you know what I mean? Like, what were you in the middle of developing a bunch of stuff that then fell through? That would be enough to like bankrupt a business. Versus, I know a lot of businesses, a bit like you, especially like young restaurateurs who had just opened, and while that's horrible in a way because they had like 5 minutes to sort of announce their existence and then buff, you're gone. But you're young and you're at that very beginning stage and you just have one and there's sort of like, I look at like the Joe Beef Gang, they had like an empire that kind of, fell apart in a way and now it's building itself up. It's like so many different stories. It's interesting anyway. Non, vraiment. Yeah. Evienne? Pour le futur. Oui. C'était tellement 2 ans bizarres, difficiles, qu'on a réussi à passer à travers. Là, on s'est dit, il n'y a rien qui peut nous arrêter, fait qu'on va ouvrir plein de places. Là, c'est ça, fait que là, on a l'exemple c'est ça, de let's go, l'ambition. Mais c'est sûr que, qu'est-ce qu'on espère, c'est... Mais comme vous disiez, c'est avoir aussi de l'aide. Je trouve ça bizarre pendant la pandémie qu'on était des services essentiels.
qu'on pouvait rester ouvert, mais qu'on n'avait aucune aide du gouvernement. Comme nous, on n'a pas eu de subvention, on n'avait pas le droit parce qu'on venait d'ouvrir. Je trouve ça spécial. Je veux dire, c'était pareil pour tout le monde. Je ne suis pas là pour me plaindre, mais c'est juste, je trouve ça quand même... Ça aurait été le fun que le monde supporte un peu plus. Je ne parle pas de la clientèle, je ne parle pas du quartier. Pour le reste, ça, je ne peux pas les remercier assez. Mais ouais, un peu plus d'aide côté gouvernemental et tout, ça aurait été bienvenu. Mais pour le futur, oui, je pense que on aimerait ça continuer vers qu'est-ce qu'on a commencé à construire. On aimerait grandir encore. Bien, justement, quand on construit après avoir passé 2 années comme celle qu'on vient de passer, comment on bâtit une entreprise? Tu sais, comment on pense à son plan d'affaires ou est-ce qu'on réfléchit différemment? Bien oui, on réfléchit différemment, mais je ne vais pas tenir compte qu'il va y avoir une autre pandémie qui va arriver. Non. C'est pas dans mes plans. J'espère juste que ça va pas arriver. Si ça arrive, ben, on va vivre avec. Mais non, c'est plus... qu'est-ce que ça m'a... Ben, c'est pas que ça m'a appris quelque chose, c'est qu'on a fait beaucoup de connaissances qui m'ont fait grandir dans le domaine. Comme par exemple David McMillan ou le monde de Stem Bar, le Bon Vivant, que c'est du monde qui sont là depuis longtemps, que pendant que le take-out, on n'avait rien d'autre à faire que... On avait ouvert nos portes de garage, on était assis devant, puis on parlait au monde. Puis eux venaient nous encourager, ils prenaient nos merch pour les amener à leur restaurant. Puis ils parlaient beaucoup justement de leur business, comment ils ont fait les choses, comment grandir dans tout ça. Fait que grâce à ça, on a vraiment appris, puis c'est plus ça qu'on va implanter dans notre futur que la pandémie en tant que telle. Oui, bien, j'espère, là, parce que c'est sûr que sinon, ça fait comme une espèce d'épée de Damoclès qui est comme au-dessus de la tête. Là. C'est un peu stressant. Parce que c'est moi qui m'en parle encore aujourd'hui. Tu penses que ça va refermer? Puis du coup, je suis comme... Dans ma tête, c'est non. Non, ben non. Je ne veux pas y penser. Non, on ne veut pas penser à ça, c'est ça. Mais en même temps, je trouve ça intéressant comme expérience de vie et expérience comme entrepreneur de dire, OK, mais si je m'ouvre un restaurant ou un bagel shop demain matin, comment j'ai réfléchi avec ce bagage-là, tu sais? Je sais pas, Diane, si... But for us, it has changed definitely the way we think about. Well, it's like my business partner says all the time, and he's the one who really crunches all the numbers. He's always like, the whole model that you have, the whole business model of restaurant, it doesn't actually apply at this present moment with the cost of employees, with the cost of food, the cost of rent, and the amount of people coming out to eat. It's like you can be very busy, but there are a lot more like sporadic moments of calm because people get afraid. People have gotten poorer. You know, the rich have gotten richer, but the poor have gotten a lot poorer. So it's sort of like the middle class is like, beep. The spending has gone down. It's like very sporadic. So with all that in mind, how you open up another business, depending on what kind of business you want, but let's just take like a fine dining experience. It's probably doesn't make sense to open a fine dining experience. Mais c'est vrai parce que justement, ce que tu disais tout à l'heure, bien sûr, on est plus conscient du prix qu'on paye parce que, bon, les aliments coûtent plus cher. Les employés sont mieux payés, sont payés à juste prix ou un prix plus juste. Tout ça fait en sorte que même quand on planifie justement un menu, combien on va charger, ça va être quel genre de restaurant, bien, il y a tout ça derrière qui fait que peut-être que notre business se définit autrement parce qu'avant, ça aurait peut-être été un casual dining, mais là... Ça se peut pas avec les prix courants. No, it's like I feel like there'll be much more. The divide will be, you know, the fine dining will become extremely expensive, extremely fine dining. I feel like that sort of very famous Montreal mid-range fine dining, which I think was our kind of marque de commerce, will sadly kind of disappear because that price is not really available to us anymore. If you want us to employ only sommeliers and change your wine glass every 5 minutes and only work with local suppliers and have the best of the best, it's not possible. So it's sad. For me, it depresses me. Oui, mais je veux pas dire intéressant parce que c'est un peu déprimant, mais c'est vrai que l'expérience de super bons restaurants, mais pas nécessairement fine dining ou very fine dining. Yeah. Encore une fois, je reviens à l'esprit de Montréal, le côté très convivial où on peut toujours aller manger en jeans quelque part, là, puis ça va être très, 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 très bon.
C'est sûr que là, on va pouvoir y aller en jeans pareil, là, mais on va pas payer le même prix. Tu sais, puis c'est vrai que la réalité en ce moment, mais ça fait que, ben, il y a certains groupes de la population qui vont soit plus y aller ou y aller beaucoup moins souvent. Puis ça, ben, ça a un effet sur les... But it'll change the landscape of that kind of dining too, Ouais. and probably the look. Because if you have to charge $300 a head, well, the cool look of, say, like a Joe Beef type of restaurant or a million other friends of mine, like that kind of where you go in and it still looks a little bit homemade and homespun and it's convivial and it's so charming. But what you're eating is like world class. But that's going to be harder and harder for the customer to accept, and I understand that at a certain price. So, what is every restaurant going to look like Alan Dugas now? Like, I hope not. Because that's what's happened in Vancouver. That's what's happening in Toronto. Ah, c'est vrai? Yeah. Like, there's less, like, we really have the most coolest restaurants in Montreal. Yeah. Because you can go and have a meal at Mon Lapin and eat, like, seriously, like, incredible food. Incredible chefs working in that kitchen, really, who've come from some of the best restaurants in New York. Like, but it's, like you're saying, wear jeans. It's in a little neighborhood. It's very casual. But that kind of scene is going to be harder and harder to support financially. So. Mais en même temps, je comprends ce que tu dis, mais on dirait que c'est tellement la signature de Montréal. Yeah, it is. Ce côté-là. Tu sais, on en a parlé à l'événement, à l'événement de l'Office montréalais de la gastronomie. Ce côté-là qui est vraiment notre signature, on essaie de se définir tout le temps, mais finalement, c'est tellement simple, mais tellement précieux, ce côté-là, que... Puis je pense, en tout cas, j'espère, je me croise vraiment les doigts que ça va demeurer comme ça, puis que, ben, les gens vont s'ajuster, puis les prix vont convenir, là, tu sais, à tout le monde. Je pense que des deux côtés, il faut que ça soit juste. Exact. Mais garder cet esprit-là, à mon avis, c'est la plus grande force. Puis c'est sûr que cette qualité de l'expérience vient beaucoup de l'équipe. Puis c'est aussi un peu ça l'enjeu, parce qu'on veut garder une équipe professionnelle, un calibre d'employés qui offre un super service. Mais il faut les trouver, ces gens-là. Yeah, il faut les avoir, puis il faut les garder, parce que c'est sûr que c'est eux qui font beaucoup... bien sûr, ce qui est dans l'assiette, c'est important, mais aussi tout ce qui vient autour. C'est super important. A package. Ouais. On a entire package, yeah. Alexandra, si quelqu'un t'approche là, et qui dit « Moi, je veux me partir, pas des bagels, là, mais autre chose, une boutique alimentaire, ça serait quoi tes conseils? » Bien, nous, on est sur le point d'en ouvrir une deuxième. Puis tu posais la question, c'est quoi, qu'est-ce qui change, tu sais? Je veux dire, l'emplacement, il est pour beaucoup. Tu sais, quand je dis qu'on a été dans un quartier qui s'est vidé, mais quand on ouvre un deuxième, tu dis, là, on va peut-être regarder un endroit où les gens vont rester, tu sais, même s'il y a une pandémie ou un autre... qu'on ne souhaite pas, là, tu sais, mais tu sais, du télétravail dans un 400 pieds carrés, pendant 3 semaines, ça va, pendant un an, c'est moins. Fait que c'est correct. Fait que ce que je conseillerais pas tant que ça à quelqu'un de s'ouvrir une boutique. Parce que c'est super exigeant, mais je pense qu'on est dans le... faut simplifier peut-être justement pour arriver à avoir des... Tu sais, parce que c'est vrai que le fine dining s'est rendu comme... C'est cher, puis c'est de moins en moins accessible. Est-ce que je conseillerais à quelqu'un de s'ouvrir quelque chose de peut-être un petit peu plus simple? Tu sais? Parce que même nous, on fait de la simplicité, mais quand le coût de tes ingrédients double, tu sais, ton bagel, tu le payeras pas 3 piastres. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, on a peut-être un peu plus de marge. Le monoproduit, ça semble être quelque chose qui fonctionne bien en ce moment. Fait que, puis moi, je dirais, ben ce qu'il faut peut-être pas faire trop de compromis non plus, dans le sens où, tu sais, y a les frais aussi qu'on voit pas quand on est client, mais tu sais, comme le loyer, par exemple, tu sais. Je veux dire, le loyer commercial à Montréal, c'est difficile, tu sais. Donc, tu veux t'ouvrir un beau resto, tu as besoin de pieds carrés. Mais tu sais, quand tu as 300, 400 000 à investir, tu sais, je veux dire, faut penser, là, combien de gens va falloir que je serve avant de rentrer dans mon argent, tu sais. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose aussi à aller voir de ce côté-là? Tu sais, tous les gros frais, là, qui sont inévitables, tu sais. Et on a besoin d'aide aussi. Les petits commerçants vont avoir besoin d'aide là-dessus, tu sais. Puis je pense aussi dans des quartiers qui se développent comme Griffintown ou beaucoup de nouvelles tours avec des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, mais qui sont inaccessibles, tu sais. Comme qui est capable de se payer ça aussi, tu sais?
Fait que moi, c'est ça que je dis, là, tu sais, je lance un peu aussi un appel pour la communauté de commerçants, dans le sens où, quand tu veux te partir quelque chose aujourd'hui, c'est difficile, puis dans le loyer commercial, je pense que c'est ça, s'il y a quelque chose, si je peux lancer un appel, ce serait celui-là. Parce que nous, on a cherché longtemps avant de trouver une deuxième place. Puis on a regardé beaucoup d'endroits. Fait que, ouais. Mais là, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça serait-tu d'avoir un accès, une facilité à ces endroits-là? Parce que j'imagine que d'avoir un True Bagel au bas d'un édifice à condo avec des centaines de personnes, c'est le fun. Mais encore faut-il que le loyer ou le local soit accessible. Oui, peut-être des politiques d'encouragement du commerce local, j'ai envie de dire, d'aider avec des montants d'argent. Tu veux t'installer dans un édifice où, je sais pas, c'est 70 $ du pied carré, bien, la ville va peut-être te donner un petit push, pour comme t'installer, prendre le temps, puis... Mais tu sais, si c'était un petit commerçant, là, qui n'a pas besoin non plus d'un énorme pied carré, bien, tu sais, est-ce qu'on peut construire plus de petits locaux aussi? Est-ce qu'on peut encourager plus de petits locaux, donner des subventions aux promoteurs pour encourager à mettre des petits entrepreneurs locaux? Oui, parce que ça, c'est sûr que je pense, dans ma tête, là, je vois très bien là, l'édifice à condo, puis je me dis, c'est tellement le fun d'avoir des petits restaurateurs, boutiques, services, pour recréer l'esprit de quartier, finalement. C'est ça qu'on veut. Moi, c'est ce que j'adore de Saint-Henri, c'est que je peux faire mes courses, toutes mes courses. Bon, des fois, je vais dans Petite Bourgogne, hein, mais c'est correct. Ça reste dans le même coin. Mais je peux vraiment tout faire à pied, tu sais. J'ai toutes mes petites boutiques, toutes, là, de genre du cordonnier au Rona, tu sais, n'importe quoi. Donc, ça, je trouve ça chouette, mais tu sais, c'est ça, c'est pas le même concept. Je pense que dans Griffintown, ça se recrée bien cet esprit de quartier-là avec tous les commerces au bas, tu sais, puis que ça soit pas nécessairement des grandes chaînes, tu sais, on veut vraiment des entreprises locales, indépendantes. Je pense que ça prend les deux, là, tu sais, je veux dire, mais si ça devient jamais accessible aux petits commerces de quartier, fait qu'on dit on veut encourager les gens à ouvrir des petits commerces, mais... Oui. Fait qu'aujourd'hui, est-ce que j'encouragerais quelqu'un? Je dirais, bien, attache ta tuque, là, tu sais. Mais je reviens à ce que tu dis par rapport à simplifier le menu, parce que ça, je trouve ça intéressant. Parce que si on voit les prix fluctuer des aliments, mais là, si tu as 50 items à ton menu, là, c'est tout là, dans ton menu qui va fluctuer. Au niveau de la gestion, écoute, là, je m'embarque dans un sujet que je connais pas, mais que dans ma tête, je me dis, ça doit être tellement intense de gérer les coûts, les stocks, le gaspillage, quand on a une grande diversité de produits, tu sais, puis je sais pas si, justement, c'est quelque chose que vous avez regardé ou revu dans les dernières années pour simplifier, justement, vos menus ou vos restos? Personnellement, c'est pas une question de simplification, mais c'est plus en plus de standardization. Ah, like, in our 3 restaurants, we are like, food costing is huge, and in most restaurants, it's not. Most restaurateurs are artists. They're not business people necessarily. Food costing is boring. Most chefs don't want to do that because if you actually do it well, it means like all the prices of every single lettuce and whatever are in a computer, which will naturally fluctuate as you add in and change the prices every single time you receive an order, which then when you food cost, it'll naturally, if you're on if you're doing this properly, basically. But this is like a lot of boring, nerdy work that not every kind of restaurant person has that kind of capacity to do. Mm-hmm. So if you're not doing that right now, I would say you'll probably run into trouble. Ça, c'est ton partner qui est vraiment top là-dedans. Lui, and we always make sure that in every single restaurant, unfortunately, like we have someone who likes that, and that has to be a thing. It's a thing. Mm-hmm. We can't. Ben, c'est une business. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que ça vient avec. But it's shocking to know, like every single time I hire a chef, and from great restaurants, they've never food costed in their life. It's like wing-a-ding. Oh, je pense que je ferais de l'angoisse. But I mean, that's really not in a way, their job. They're the creator. They create this incredible dish, but there has to be somebody to say, you need to weigh how many grams is that, and so we have to know exactly how much that costs, and we have to find a way to standardize it so that when Joe Blow makes its steak, it's not this big, and this is all like, it's a whole other métier. Yeah. But it's was super important, and I would say now it's like ultra important to be doing that. Otherwise,
Ouais, non. You're going to run c'est into sûr, trouble. c'est sûr. Yeah. Puis toi, Vienne, est-ce que vous avez... Parce que là, justement, vous avez ouvert, vous avez fait un peu de take-out au début, mais quand vous avez embarqué vraiment dans votre menu, est-ce que vous l'avez revu, votre menu, en conséquence? Ben, oui, on l'a revu, mais c'est pas en conséquence de la pandémie en tant que telle, c'est plus parce qu'on venait d'ouvrir. Fait qu'il fallait qu'on voit la réaction de la clientèle. Puis là, on a vu, OK, ben ça, c'était plus en demande que quelque chose d'autre. Fait qu'on on a bougé le menu par rapport à ça. Mais c'était pas vraiment par rapport à la pandémie en tant que telle, parce que c'est la pandémie. Puis la pandémie, tout ce que ça a fait, c'est comme si on a perdu 1 an et demi de business. Oui. Parce qu'on n'a pas vraiment fait grand-chose. Le take-out, ça avait comme plus à passer le temps, nous faire connaître, que faire de la business. T'sais, on Oui, a c'est vraiment ça. fait que c'est pour ça que une fois que le gouvernement nous a permis d'ouvrir, bien ça, c'est comme notre nouvelle ouverture. Fait qu'à chaque fois, on a rouvert 3 fois, je crois, pendant les 2 ans. Fait qu'à chaque fois, c'est comme une nouvelle ouverture. Fait qu'à chaque fois, c'est quand on veut une ouverture, bien, OK, bien, notre menu, il est-tu encore on point? Faut-tu qu'on change quelque chose? Fait que c'est plus sur ça, il fallait qu'on s'adapte côté menu que sur les conséquences de la pandémie en tant que telle. OK, c'est Parce que la clientèle changeait à chaque fois. Ah, c'est vrai? Parce qu'on ne connaissait pas encore notre clientèle. OK. On a ouvert 2 mois, là, on s'est dit, OK, bien, je pense que c'est ça notre clientèle. On réouvre. Ah, finalement, non, c'est ça, c'est les premiers, mais là, la clientèle est plus du quartier. C'est une autre gamme d'âge, c'est une autre gamme de. Ils recherchent quelque chose d'autres produits. Fait que là, on s'est adapté, on a fermé, on a réouvert. Il y avait une nouvelle clientèle qui est arrivée. On a comme, OK, bien là, il faut qu'on s'adapte encore. Fait que c'est plus ça. Fait que c'est comme les réouvertures à chaque fois. Oui, c'est ça. Puis là, pour tes nouvelles, t'es plein de nouveaux restaurants, là. Tous les restaurants que tu as en tête, comment tu y réfléchis? Est-ce que ça change? Toi, tu y vas là, comme si c'était jamais arrivé, ou est-ce que Ouais. tu construis ton menu différemment, ou tu sais, comme... Bien, j'y vais plus par la clientèle qu'on vise. OK. Comme elle disait tantôt, si tu fais du fine dining, bien, on va rechercher une certaine clientèle qui sont à l'aise, on va se cacher. Mais si je cherche une clientèle, un gros roulement, des étudiants qui aiment ça, prendre une bière puis manger quelque chose de rapide, bien, mon menu va juste avoir des conséquences. C'est plus ça qu'on va tenir en point, plus que où est-ce qu'on est rendu dans le pré-COVID, ou le post-COVID, je veux dire. Ou sinon, le coût des aliments. Parce que le coût des aliments, ça nous a toujours affecté. La seule chose, c'est que maintenant, ça l'a vraiment augmenté. Mais ça n'a pas augmenté également sur tous les produits. Les produits de base ont vraiment augmenté, comme le beurre, l'huile. Ça, c'est horrible. The ferry. C'est ça. Hein. Mais comme nous, les poissons, auto, il y a une augmentation à cause du gaz, du prix de l'essence. Mais l'augmentation, ça n'a pas doublé, contrairement à l'huile de cuisson qui a triplé de prix. C'est pour ça Mais que... ça, c'est fou parce que, tu sais, de l'huile, on dirait que c'est tellement banal comme ingrédient. Mais c'est pourtant, ridicule. Là, c'est comme, on dirait qu'on n'y pense jamais, mais tu sais, on cuisine avec de l'huile à tous les jours, dans tout, là, dans tellement de C'est préparation. ça. Puis on la Fait que change quand à chaque c'est- 2 semaines environ, la friteuse. Ouais, À ouais. 2 semaines, 2 jours. Ouais. Fait que quand tu signes les chèques, t'es comme, Tu viens de rassurer tout le monde, là. Bad advertising. quand elle commence à être couleur pétrole, on la change. Ouais, c'est ça. Là, ça, à chaque 2 jours, c'est quand même... c'est beaucoup d'argent. Ben oui, c'est ça. Puis c'est là que les employés commencent à s'en rendre compte parce qu'on leur dit, OK, check, l'huile, ça coûtait 20 dans le temps. Aujourd'hui, c'est 60 Yeah. Essaye de ne pas la mettre au vidange pour rien. Essaye de la filtrer plus souvent. Essaye de, tu sais... Fait qu'il y a une conscience à faire face à ça. Mais sinon, côté poisson, on est quand même chanceux. L'augmentation est là, mais c'est pas comme... ça n'a pas doublé. Bon, ben tant mieux. En Ouais. tout cas, ça, c'est bien. J'ai envie de faire un dernier petit tour de table à propos du quartier ou des quartiers, dépendamment du quartier dans lequel vous êtes. Mais si on avait expliqué à quelqu'un de l'extérieur, soit de l'extérieur du quartier ou de l'extérieur de Montréal, comment vous décririez l'esprit des quartiers, là, Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Griffintown? C'est quoi notre vibe? Le vibe du quartier. Ouais. Moi, je suis dans Petite-Bourgogne, Saint-Henri, très, très borderline. Ouais. là. L'esprit, pour le reste, c'est super familier. C'est comme si ma clientèle, c'était ma famille. Mon staff, le guide, c'est... Mais, je veux dire, la compétition, là, mais tu sais, comme les autres restaurants autour, qui sont vraiment là pour... Comme je disais tantôt, je peux pas demander mieux en tant que restaurateur pendant la période qu'on a vécue. Ils nous ont tellement aidés. Puis c'est comme, par exemple, le Bon Vent, qui est notre voisin direct. Quand il y avait des clients qui venaient 2 jours de suite, ils leur disaient « Ah non, ce soir, tu ne soups pas chez moi. Viens. » Ils prenaient leurs mains, ils l'amenaient dans mon restaurant. C'est vrai? « Bonjour, je te présente, viens. Wow. Et c'est lui qui va vous accueillir ce soir. »
Puis ils s'en allaient à son restaurant après. Puis ça nous a fait vraiment comme développer notre clientèle grâce à ça. Wow! Fait que ça, je veux dire, comme famille, c'est dans ce sens-là. OK. Il est là vraiment pour nous aider. Il n'était pas là pour... je sais pas comment dire ça. Mais je trouve ça vraiment exceptionnel, comme au-delà de recommander ou de... Non, mais c'est c'est de ça. faire des publications sur votre resto, l'annoncer à leurs abonnés. C'est ça. C'est quand même... Comme la gang du Joe Beef, quand ils venaient au restaurant, ils faisaient des posts. Ah ouais? Du jour au lendemain, je pense que les likes, les followers de notre Instagram montaient de 500 000. Juste parce que c'est eux qui l'ont fait, parce qu'ils ont tellement de followers. Ouais. Fait que juste ça nous met tellement sur la map. Ouais, ben Fait c'est que, cool, ça. ils font ça, puis ils demandent rien en retour, puis après ils s'en vont, puis... sinon, voilà. Ouais, ça, c'est cool. C'est Fait vrai que je que pense c'est que très c'est le mot familial, Ouais. effectivement. La clientèle, même chose, mais pas les restaurateurs. là. C'est même le monde qui travaille dans le quartier, qui travaille de la maison. Ils venaient acheter du vin à notre restaurant juste pour nous encourager. Puis ils demandaient même pas de questions. Ils rentraient, je vais prendre 3 bouteilles. Je te laisse choisir. OK. On est chanceux. Ouais, ça, on était contents de ne pas être obligé d'aller faire la file à la SAQ. Oh, yeah. C'est bien le fun d'aller acheter du vin au restaurant. En plus, il y avait du bien meilleur vin, donc ça, c'est le fun. Puis Diane, si tu avais à décrire le quartier. Mais pour moi, c'est comme des St. Henry, Little Burgundy, Griffintown. They're 3 very different quartiers. I don't think of them as one. I live in St. Henry. I love it. I find it like I live by like Arthur's and Elena and all that. So for me, it's an amazing, like a little cowboy boom. You know, it was nothing to something that set up in literally 2 years. The whole place exploded. So it's really fun. Lots of young restaurant owners, like a very young vibe, I would say. Little Burgundy's more like, I think it's probably the coolest. I don't know if I'm allowed to say that. Quartier out of the Il y a personne qui nous entend. but like really, well-established restaurants and something that's, the Atwater Market and like, it's kind of great. I feel like Griffintown is more like the wild card in the whole thing. As much as it's beautiful, it's still like the urban jungle with all the glass towers. And, when we opened up Foxy, we were next to the Salvation Army and we were alone. There was like Grindr. We were kind of like dee-dee-dee-dee, like it was a weird vibe. I loved our space, and we believed, but it was kind of like there's so many people living there, but a lot of it's smoke and mirrors. I don't know actually who lives there. Like I feel like some people there's like a lot of empty condos, or I don't know. I find it hard to believe that they're all full. I'm one of these like great non-believers in like what's going on in Griffintown. As much as I find it pretty, I'm sort of, confused by that neighborhood a bit. But it's definitely changed a lot, and in 5 years, it's gotten so much better, and I think it will continue to get more exciting. But it's more than a little bit of a no man's land for me compared to the other 2 neighborhoods that have much more of a vibe, like a community vibe, Ouais, c'est comme, on dirait que c'est plus, j'ai l'impression que c'est plus collé, on dirait que... Yeah. Mais peut-être aussi le fait qu'il y a plus de gens, j'imagine, dans toutes ces tours dans Griffintown, mais c'est moins... je sais pas, on les retrouve It's moins less proches. je sais quartier, pas. It's like a little bit like a 10-30 or whatever. It's like this sort of places where there's so many people living, and then now there has to be something that develops around the people. But it wasn't the other way around first, So it's C'est like vrai. it's special. Ouais, c'est différent. But I mean, I like it there. Yeah, I mean, mais it's c'est very comme fun. justement, c'est une autre vibe, c'est plus It's totally centre-ville. different. Yeah, a bit centre-ville as well. Yeah. Urban jungle, je pense que c'est le bon terme. Là, tu sais, c'est quand même plus urbain que much Saint-Henri, more là, urban. je Yeah. dirais. Yeah. Alexandra? Mais nous, on est dans Griffintown Ouest. Là. On est quasiment dans la petite Bourgogne. Donc, c'est drôle parce que nous, on vit dans le quartier depuis tellement longtemps. Et puis, je me disais toujours, ce serait le fun d'essayer autre chose. Donc, quand même, d'aller voir un spectacle dans un autre quartier et tout. Puis là, on est comme, OK, on sort où après? Puis finalement, il y avait comme rien, tu sais. Et là, on a dit, on va retourner dans notre quartier parce que là, il y a encore des trucs qui sont ouverts, tu sais. Fait que, autant des fois, tu baignes dedans puis tu dis, ouais, c'est un quartier comme tous les autres. Mais non, je pense que c'est un quartier très vibrant. En tout cas, là où nous, on est dans le coin, des restos qui sont là depuis longtemps, qui roulent bien. Fait que... Oui, c'est un quartier qui est vivant, tu sais, puis les gens sont toujours bien excités. C'est un quartier aussi qui est extrêmement touristique, tu sais, puis on s'en rend pas tant compte que ça, parce que, bon, pour les touristes, on pense que c'est plus centre-ville, Vieux-Montréal, mais Griffintown, ça bouge beaucoup. Niveau tourisme, nous, en tout cas, on accueille pas mal de touristes d'Ontario aux États-Unis. Oui, puis ça, c'est le fun, parce que moi, quand je les entends, les touristes au resto,
je suis la personne qui va être comme, t'as combien de jours? Oui, c'est ça. Puis là, je leur fais un itinéraire. Puis là, je suis comme, tu peux rester dans le quartier, là, tu peux vraiment passer toute la fin de semaine dans le quartier. Ouais. Tu vas avoir de quoi faire, tu vas pouvoir bien manger, il y a plein de choses à faire. Mais c'est le fun, tu sais, parce qu'il y a vraiment ce... C'est ça, moi, j'ai des fins de semaine à juste rester dans le coin parce que, ben on a tout ce qu'on a de besoin. Tu sais, on peut aller prendre un verre, on peut manger, on peut aller au marché, on peut aller sur le bord du canal, on peut aller... Tu sais, il y a tout ce qu'on a de besoin. C'est comme une petite ville, finalement, dans notre petit coin de Montréal. Exact. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à cette belle discussion. Merci. Merci. Merci à mes invités Diane Solomon, Vienka Autran et Alexandra Grenier d'avoir participé à Faire recette, présenté par la SDC Les Quartiers du Canal avec le soutien financier de Patrimoine canadien. Cette discussion est une production La Petite Histoire, à la prise de son et au mixage sonore Bruno Puccella et à l'animation moi-même, Catherine Lefebvre. Au grand plaisir de vous croiser dans le quartier.